C'est intéressant parce que la manière dont les gens développent, tu vois, c'est tout le monde a un peu sa philosophie de marketing et je suis intéressé de comprendre d'où elle vient. Notamment, à chaque fois que quelqu'un te raconte quelque chose d'un petit peu différent, souvent tu découvres qu'il y a un angle différent par lequel tu es arrivé à cette problématique. Comme moi, ça peut être le copywriting et notamment le copywriting un peu à l'ancienne, les grosses lettres de vente qui a vraiment formé ma vision. Et même si tu vois aujourd'hui la manière dont je vais parler, par exemple, de comment est-ce que tu restes sur YouTube, comment est-ce que tu structures ton contenu, comment est-ce que tu structures tes vidéos. Et je reste extrêmement influencé par ces influences en fait d'origine et de début. Et je te parle là de gens de copywriters qui n'ont jamais vu une vidéo YouTube de leur vie parce qu'ils sont morts il y a des années, tu vois. Et du coup, toi, tu as ce côté d'avoir fait du business offline, tu as ce côté d'avoir euh, travaillé dans le côté la psychologie, le côté hypnose, que tu as mixé au départ dans ces concepts marketing qu'on t'avait donnés et qui, au final, émergent dans une manière un petit peu différente de réfléchir et de voir un problème. Mais je pense que c'est aussi le principe des gens qui deviennent ce que moi j'appelle un expert, c'est-à-dire des gens qui ont des approches différentes, qui vont pouvoir cerner et qu'ils ont reconscientisé. C'est-à-dire que un expert, tu sais, on parle souvent, je sais pas si tu connais cette courbe qui est assez connue, qui est la courbe de l'apprentissage vue par la PNL avec les 4 étapes, inconscient, enfin compétent, inconscient, etc. Bon, par exemple, ça c'est un truc que j'ai remis en question. Vraiment, c'est un concept que j'ai remis en question, et notamment parce que, en gros, la première étape, bon, ok, au départ, on est incompétent, inconscient, voilà, on sait même pas qu'on n'est pas compétent, très bien. Ensuite, on va s'en rendre compte, ce qui va déclencher le processus d'apprentissage, donc on va être incompétent, conscient. Mais le truc, c'est qu'ensuite, une fois qu'on va commencer à travailler, là, il y a une phase dans laquelle on rentre dans la compétence, mais on ne sait pas encore qu'on est compétent. Et c'est là où moi, je vais parler de compétence inconsciente. C'est par exemple la personne qui fait du vélo avec les petits trous, mais qui, en fait, c'est déjà son corps, tout est prêt à faire du vélo sans les roues, mais c'est juste que cette personne n'a encore jamais essayé, elle n'a jamais osé se lancer. Et là, derrière, pour terminer, par le compétent conscient qui sait faire. Ça, le modèle, déjà, il est remis en question là, mais j'ai rajouté 2 étapes qui, pour moi, sont importantes. C'est qu'à force de savoir qu'on sait faire, on se met à faire les choses sans plus y réfléchir, et là, on devient compétent déconscientisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le stade, pour moi, de l'expert pur, qui sait tellement bien faire son truc, qu'il serait incapable de t'expliquer comment il le fait. Tu sais, il est là, tu le regardes faire, il jongle parfaitement, mais tu dis, mais comment tu fais? Il dit, bah, je sais pas, je le fais, en fait. Et ensuite, pour moi, l'expert pédagogue, c'est-à-dire celui qui va pouvoir exploser sur le web, peu importe son domaine, c'est l'expert qui reconscientise son savoir, c'est-à-dire qui se demande par où il est passé, qui est capable de l'expliquer avec pédagogie pour créer un chemin qui, de façon illusoire ou réelle, donne la sensation aux gens qu'ils peuvent eux-mêmes faire la même chose. Et, et pour moi aujourd'hui, si tu veux, quand tu racontes ta façon d'avoir appréhendé le copywriting, ou même dans ta façon dont tu racontes le marketing, il y a un côté qui est à la fois très expert, très pro, très maîtrisé, et qui en même temps donne à tout le monde l'impression que ah bah oui, moi aussi j'aurais pu arriver à cette conclusion-là si j'avais eu ce truc-là. Et c'est ce doux, ces subtils mélanges qui fait que je crois qu'on cartonne sur Internet. Je parle en tant qu'expert. Les e-commerçants, c'est autre chose, les softwares, c'est Mm. autre chose, mais sur ce business d'expert-preneur, et je me bats de plus en plus pour qu'on arrête d'appeler ça un faux preneur, parce qu'on ne vend pas de l'info. Je suis pas fan non plus du terme, je l'utilise pas. Alors du coup, si tu veux parler de modèle, j'ai aussi un modèle qui est dans une de mes formations qui est en fait de réfléchir exactement à ce que tu vends et qu'en fait l'information c'est le niveau le plus faible de ce que tu vends. C'est-à-dire que l'information, les gens ils peuvent la trouver partout. L'information c'est du tutoriel, c'est du cliquez ici, faites ci, faites ça, qui est super facile à trouver et qui est totalement commodifié. Alors que à l'inverse, si tu réfléchis à la version la plus qualitative d'une formation, c'est essentiellement ce que tu fais en consulting, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement personnalisé, d'avoir la réponse à la question de la personne, d'avoir une stratégie, d'avoir une accountability, c'est-à-dire que tu tiens un peu la main de la personne en s'assurant qu'elle fasse bien les choses. Et au final, tous ces éléments-là qui apportent le plus de valeur sont ceux qui n'ont rien à voir avec l'information que tu donnes, dans le sens où c'est tout ce qui vient autour et qui permet d'implémenter le truc et d'avoir un résultat. Et donc, du coup, si si ton idée, c'est que tu vends des produits d'information, bah, du coup, tu vends la partie de ton produit qui a le moins de valeur aux yeux du prospect, euh, ce qui est une mauvaise manière de te définir, ne serait-ce que dans ta tête. Et ça conduit les gens à avoir une vision excessivement automatisée de ce qu'ils font, là où avoir un peu plus
un peu plus de toucher, un peu plus d'accompagnement, un peu plus de apporterait en fait 10 fois plus de valeur. Exactement, mais exactement. Et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a une vision excessive de l'automatisation, parce que on en arrive dans des trucs grotesques où les gens ne comprennent pas pourquoi ça marche pas, alors qu'en fait, ils ne parlent jamais, jamais, jamais à leur audience, sauf de façon automatisée. Et on en revient pour moi à ce côté, pour ça que j'aime bien ce mot-là, expert. En fait, je sais pas pourquoi il m'a fallu 3 ans pour prendre conscience que infopreneur, c'est ni plus ni moins qu'un travail d'expert, point barre. C'est-à-dire que tu es expert de ton truc, mais tu es expert. Et je te dis ça pourquoi? Parce que j'appartiens à plusieurs speakers bureaux, on appelle ça, donc des bureaux de conférenciers qui en fait sont des gens qui sont appelés par des entreprises pour aller parler de tel ou tel sujet. Génial, ok. Sauf qu'en fait, moi j'ai un ami, quelqu'un qui est un très bon ami, qui est à la tête d'un, et les intervenants, ils les appellent pas conférenciers, ils les appellent tous experts, ils parlent de ces experts. Et en fait, je me suis dit, mais on fait le même boulot. Quand je passe sur YouTube pour parler de mon truc, c'est comme si je faisais une mini-conférence sur ce sujet, et dedans, qu'est-ce qui va être important? C'est que j'ai des concepts novateurs, qui soient utiles pour les gens, mais que je les explique d'une façon différente et que je les explique de façon entertaining. Si je sais faire ça, que je le fais avec suffisamment de constance, que je vais toujours dans le même sens, que je ne brouille pas les pistes, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Le reste, après, c'est quoi? C'est effectivement la relation. Parce que lorsque sur le web, les gens vont me croiser, ils vont vouloir me suivre, ils vont vouloir en savoir plus, en prendre plus. Et ce qui fera toute la différence, c'est quelle relation je suis capable de leur donner, plus ou moins directe. Cette relation, ça c'est autre chose. Mais qu'effectivement, au bout d'un moment, le côté juste derrière pour leur vendre de l'automatiser, c'est-à-dire comme tu dis très bien, de l'information, déjà je pense qu'aujourd'hui le marché semble dire de façon assez claire et assez unanime que ça marche de moins en moins bien, le 100% automatisé, c'est-à-dire que toi qui arrives pour juste balancer des produits d'information où il n'y a plus rien dedans, de plus en plus le marché semble ne plus en vouloir. Quand je parle du marché, je parle vraiment de notre marché à nous, des infopreneurs, enfin des gens qui achètent des produits pour développer leur business, etc. Et que de plus en plus le marché réclame de l'accompagnement, réclame quelqu'un avec toi, quitte à le payer plus cher d'ailleurs, mais c'est vrai que on en arrive de plus en plus à cette demande-là, et parce que je crois que on en arrive aussi à un endroit où Internet revient à ce que je pense qu'il fait de mieux, c'est-à-dire d'être un média, et que ça ne remplace pas une présence humaine en tant que telle, c'est juste un vecteur qui permet d'aller effectivement développer plein de choses. Mais aujourd'hui, voilà, quand je vois ce truc-là, je me dis simplement, reprenons la conscience que ce qu'on fait quand on se prend le choix, et c'est un choix d'aller sur ce type de métier, eh bien que ça, c'est un métier que je pense d'expert et que ça a les qualités que ça demande, c'est-à-dire ce côté pédagogue, ce côté différencié. Je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est aussi la direction dans laquelle nous, on se dirige sur Marketing Mania. On a beaucoup développé toute la partie accompagnement, la partie communauté. Et c'est quelque chose là, on est sur la trajectoire de continuer à développer ça encore plus. Et au final, je vois en fait que beaucoup de gens qui démarrent ont un peu cette vision de peut-être 3 ans en arrière, quand c'était absolument uniquement on ne parlait que de tunnels de vente automatisés, tu vois. Et nous, dans le milieu, on commence à avoir un peu cette vision de OK, il faut faire ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pour les gens qui démarrent, c'est encore plus facile de le faire dans le sens où quand tu as relativement peu de clients, ça a du sens de trouver un moyen d'avoir un service plus high touch, mais en même temps peut-être un peu plus cher, plus de plus-value. Et pourtant, les gens démarrent vraiment sur la version la plus automatisée du truc, qui est de vendre un e-book directement. Alors qu'au final, même d'un point de vue stratégique, même si tu te dis mon objectif au final c'est de faire tout l'argent de manière automatisée, ça aurait beaucoup plus de sens de commencer avec la version du service qui rapporte le plus d'argent et qui te demande toi un peu plus de contacts, ne serait-ce que pour des raisons de recherche de marché. C'est-à-dire que si tu cherches à optimiser ce que tu fais pour mieux répondre aux besoins des gens, ça aide d'avoir travaillé avec pas mal de gens de manière assez proche, que ce soit en coaching, que ce soit sur un modèle un peu hybride de formation, de manière à voir les retours des gens et à comprendre ce qui fonctionne. Et je pense que c'est juste un petit mot que je voudrais donner pour les gens qui démarrent, c'est-à-dire de vraiment réfléchir à quand tu démarres, si tu veux avoir 10 clients, tu préfères vendre 10 e-books ou vendre 10 coachings. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect qu'est-ce que tu vas apprendre,
qu'est-ce qui va rendre ton business concret, quoi. Parce que des e-books, il faut en vendre beaucoup pour avoir un business. Par contre, toi, tu as 5 clients. Dans d'autres domaines, le revenu par client ne sera pas forcément aussi gros que dans le domaine du consulting marketing, mais il y a un truc très envisageable avec une audience qui n'est pas énorme, en ayant une relation plus directe avec les gens. Ça demande moins de compétences en termes de vente, disons des compétences de vente moins complexes que de vente, parce que pour vendre une formation en ligne à quelques centaines d'euros, etc., avec un tunnel, il faut quand même être un bon copywriter, etc. Tu as un bon relationnel au téléphone, tu sais un peu parler, tu as appris un petit peu les questions à poser, tu as, un framework, tu peux vendre le truc au téléphone pour le même prix avec un coaching, etc. Donc il y a plein de réflexions à avoir, et je pense notamment que euh, l'automatisation a forcément un rôle à jouer, notamment quand tu commences à avoir des grosses audiences, tu commences à avoir des gros volumes, etc. Mais ça devrait probablement pas être le point de départ pour la plupart des gens. Mais le problème, c'est que je crois que beaucoup de gens se sont mis à ça pour la promesse de l'automatisation, ce qui est pour moi déjà un premier problème fondateur. C'est-à-dire qu'en gros, on leur a dit, venez faire de l'argent sur Internet, tout est automatisé. Et c'est un problème. C'est-à-dire que si ta seule recherche de valeur, elle est pour toi-même, et c'est en disant, je vais en foutre le moins possible et ramener le plus d'argent possible, je pense que déjà, il y a un problème fondateur sur, mais pourquoi tu fais ça, tout simplement? Surtout pour des métiers exigeants comme le métier d'expert, dans lequel justement on attend de toi des choses nouvelles. Et comme tu le dis, on n'est plus 3 ans en arrière où c'était le Far West tout simplement, où ben là on a un marché qui commence à se remplir, à s'enrichir avec des offres et des concurrences. Et donc ça veut dire que ben là où avant j'étais tout seul dans mon domaine, maintenant on est 90. Et que 90 dans un domaine, il y a un côté très sain. Ça veut dire que ça te demande de te poser la question qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux vraiment pour tes clients. Maintenant, je te rejoins, mais tellement sur ce côté, quitte à vendre des choses, vends du cher, mais du cher avec toi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi un élément dans tout ce que tu donnais qui, pour moi, et c'est un petit peu ce que je fais avec mes coups de fil, c'est ne serait-ce que pour créer ton marketing. Quand tu auras vendu 5 ou 6 fois au téléphone ton service, tu commenceras à avoir tes phrases fortes. Et en fait, il n'y a rien de pire qu'à faire une page de vente quand tu n'as jamais fait un argumentaire en vrai. Parce que tu ne sais pas quoi écrire. Mais quand ça fera 6 ou 7 fois que tu auras ton client, enfin ton prospect au téléphone et que tu le transformeras, là tu commenceras à te dire cette phrase-là et cette phrase-là, elles sont trop bonnes. Il faut que je les mette quelque part. Et cette construction d'argumentaire, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué à faire une page internet. Je parle pas en termes de technique, mais juste en termes de qu'est-ce que je mets dedans. Quand la page est blanche, c'est un casse-tête. Et c'est un casse-tête, sauf si tu as tellement répété ton speech qu'au bout d'un moment, tu n'as plus qu'à le dérouler sur une page. Et donc aujourd'hui, j'abonde tellement avec ce que tu dis. Tu peux tellement raccourcir le nombre d'efforts à faire, le nombre de pages à créer, le nombre de trucs à automatiser en donnant de ta personne. Et il y a un truc que les gens ignorent, c'est le temps que ça prend à créer les éléments automatisés. Écrire des séries d'emails, les programmer, créer du contenu, si c'est de la vidéo, le faire monter, enfin, c'est un temps énorme et pour une durée de vie qui n'est pas si longue que ça. Parce que c'est pareil, on a l'impression qu'une fois qu'on a... Le discours, c'est on a mis un truc en place, on n'y retouche plus pendant 10 ans. Il n'y a personne qui a fait ça. Tous les mecs que je connais, ça fait pas 10 ans qu'ils se sont lancés, puisqu'il y a 10 ans, on était en 2009, et en 2009, sur le web, il n'y avait pas tout ça. Ça veut dire qu'on parle de trucs qui sont automatisés pour quoi? Pour 2 ans, 3 ans, et en général, on est obligé de changer. Eh ben, je peux garantir que pour le travail que c'est, 2 ans d'automatisation, c'est pas si peu de travail que ça. Je vais pas dire que c'est énorme, on n'est pas à l'usine, mais ça reste quand même un travail conséquent, surtout si on veut des choses un peu subtiles, un peu élaborées. Et donc, il y a un truc qui pour moi est un hybride qui est extrêmement intéressant, c'est par exemple, quitte à donner de ta présence, enregistre-toi. Voilà, et là tu peux commencer à travailler sur ce qui deviendra peut-être un jour tes contenus automatisés, mais quand tu vas prester ce que tu délivres à un client, enregistre-toi en train de le faire. Et aujourd'hui, moi je sais que l'une des formations qui a le plus cartonné que je vendais avant de céder mon business, c'est une formation qui s'appelait Mon business en 2 week-ends, qui était une formation qui t'aidait à trouver ton axe marketing, à te positionner, etc. sur un marché, et de balancer tout ça en 2 week-ends en fait. Donc l'idée, c'est que quand je prestais cette formation, en fait, je la faisais sous forme de webinaire live, mais donc par demi-journée. En fait, il y avait 4 demi-journées qui se succédaient.
Et l'idée, c'est que je tournais la formation pendant ce truc-là. Alors évidemment, hein, c'était pas des vidéos de 4 heures, c'était des vidéos à chaque fois de 10-15 minutes bien sur le sujet, et je coupais l'enregistrement pour laisser la séquence de questions-réponses avec les gens en live. Et ben, les retours des gens ont été que c'était une formation qui était extrêmement agréable à suivre, parce qu'ils m'avaient moins en live, et pour moi, c'était tellement plus agréable de la faire comme ça, plutôt que de me mettre seul face à une caméra, d'enregistrer, de faire le montage, de répéter 4 fois les mêmes choses, etc. Là, tu as l'énergie du live qui vient combler le côté imparfait, on va dire, et ça donne finalement quelque chose qui est beaucoup plus agréable à vivre. Et là, aujourd'hui, ben, ces versions de vidéos, ce sont celles qui sont en ligne, et les gens, pour le coup, sont hyper satisfaits de ça. Donc, il y a toujours ce truc de revenir aussi, et c'est comme ça quand on parle de sortir des modèles pour redevenir intelligent, c'est exactement ce que tu fais là quand tu dis reposez-vous la question. Oui, peut-être que la formation que vous venez d'acheter, elle vous dit ce truc-là, mais reposez-vous la question combien il faut que je vende d'e-book pour avoir un salaire. Si j'ai mis 100 balles de pub et que j'ai vendu 4 e-books, donc j'ai gagné 30 euros. J'ai mis 100 balles de pub, comment je vais vivre? Et ce genre de petites choses qui font qu'au bout d'un moment, redevenir intelligent, c'est tout simplement parfois, je crois, se reposer des questions. Alors, tenter quelque chose, c'est très bien. Essayer, c'est vraiment très bien. Mais dans l'essai, il y a le moment où on fait la phase d'analyse et on se demande où on en est. Et ça, c'est, je pense, une phase qui est salutaire. Et après, il y a un phénomène qui est assez simple aussi, c'est que très souvent, les formations qu'on va acheter, les formations sur lesquelles on va tomber, elles ont été faites sur un temps qui est déjà conséquent parce que le formateur a voulu mettre de la qualité. Mais ça veut dire que les techniques, sauf quand on est dans des choses, alors évidemment, tu vois, quand tu parles de copywriting, le copywriting aujourd'hui sera le copywriting dans 10 ans. On reste sur le fait de parler d'une façon ou d'écrire d'une façon qui fasse que. Mais quand on parle de techniques plutôt tuto ou plutôt astuces, hacks et ce genre de choses, ou méthodologie pour aller vite grâce à la pub Facebook, on parle de choses qui ont un temps de production qui est tel que très souvent au moment où la personne achète la formation, le formateur, ça fait 2 ans ou 1 an qu'il n'utilise plus cette approche-là parce qu'elle fonctionne peut-être encore, mais plus vraiment complètement. Et donc c'est toujours ce décalage-là qui fait que c'est aussi toujours intéressant de se reposer ces questions-là, à mon sens.